Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Et toi, tu m'entends? Oui, je vous entends mieux que la dernière fois. Ok, tant mieux alors. On va commencer notre cours. Alors, j'ai vu que ta mère, elle a laissé un dernier message là avant Oui. notre réunion du cours. Visiblement, on va donc finir ce qu'on avait fait la dernière fois Oui. euh, sur la liberté, donc la dissertation, et ensuite, elle préfère entamer un des deux cours qui nous restent. Oui, 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 bah oui, parce que le bac, il arrive bientôt et voilà. Oui, alors j'ai vu les dates là, juste avant notre séance de cours. C'est le 16 juin Oui, pour oui, les écrits. 16 juin pour les écrits, et ensuite il y a les oraux. 16 juin, donc c'est dans 4 semaines, un peu plus de 4 semaines environ. 1, 2, 3, non, 4, 5 semaines. 5 semaines. Ouais, un peu plus de 5 semaines et 2 jours. Donc après avoir, peut-être que toi, la semaine avant le bac, tu vas pouvoir peut-être préférer réviser. Donc je ne sais pas si on se verra le 14, mais en tout cas, si on se voit jusqu'au 7, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 séances avec celle-ci. Oui, Voilà. oui. Euh, Et, oui. moi, je voulais savoir si, Pour le, si pour tu les veux savoir? révisions, euh, parce qu'en fait, enfin, Oui, on est d'accord oui. au niveau des sujets du bac, on sait jamais là ce qui va tomber. Ah non, non, on ne sait pas, non. Non, On non, ne ça sait pas. c'est. Et, Si, et est-ce que vous pensez qu'il y a des notions qui vont forcément tomber plus que d'autres ou tout ça? Est-ce que vous... ah non, non, ça on sait pas, on sait jamais. Surtout que, bon, il y a très peu de notions dans la voie technologique. Donc, Oui, ça donc ça va être sera, toujours un peu les mêmes qui vont tomber en soi. euh, il y en aura deux sur la liste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6 et il y en a deux sur les 6. Et il y en a Ensuite, 7 des notions. Mais oui, oui, il y en a 7 au total. Mais oui, 1, 2, du coup, 3, 4, ouais, 7. il y en aura deux. Mais par contre, ils font pas des sujets croisés entre les notions? Comme je l'avais dit, il n'y a pas ce genre de choses, sauf si, enfin, une dissertation, de toute façon, une dissertation, il y a, comme je disais, il y a la notion principale qui se cache derrière, et ensuite, il y a les notions secondaires, comme je l'ai dit, lors de notre toute première et deuxième séance. Si on prend, par exemple, un sujet comme euh, Bah, par exemple, le- euh, le sujet qu'ils avaient eu l'année dernière sur la technique, là, on fait comment? On parle que de la oui, technique, du coup? euh, y a-t-il un sens à refuser la technique? Alors, j'ai pas étudié ici ces sujets-là, je les ai pas travaillés. Mais ici, oui, tu peux faire euh, euh, une dissertation sur la technique. Mais ensuite, il faut pas plaquer un cours sur la technique. C'est Bah non. c'est d'abord travailler le problème, travailler la problématique, et c'est à partir de la problématique que tu vas pouvoir faire ressortir euh, une partie du cours sur Mais la oui, technique. mais Mais là, du coup, ensuite, on met quoi comme autre notion, par exemple, pour ce sujet-là, ici, qui parle que de la ici, technique? à refuser y a-t-il un sens à refuser la technique? Alors, étant On donné peut que, parler de la nature? oui, on peut parler de la nature. De toute façon, la technique, elle est toujours en lien avec la nature. On peut éventuellement parler de la nature. Du fait que... Euh, est-ce que vous pouvez me relire le sujet de base? y a-t-il un sens à refuser la technique? Bah, s'il y a un sens à refuser la technique, on peut parler, par exemple, du fait que si elle est mal utilisée, elle peut endommager la nature? Non? Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas travaillé les sujets, mais Oui, mais ici, vous, est-ce que ça vous semble bien comme ça? tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? Est-ce que vous, ça vous semble cohérent? Enfin,
que je dis là, par exemple, y a-t-il un sens à refuser la technique? En gros, le sujet, il veut dire à peu près, est-ce qu'il y a quelque chose enfin, pas qui contraint, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait justement être endommagé par la technique un peu? Enfin, bref. Alors, Il y a quelque chose oui, que la technique ne fait pas bien ou endommage ou etc. c'est éventuellement un des sens qui peut pouvoir euh, contribuer à- à répondre à un sujet de dissertation. Mais c'est un des sens sous-cachés, c'est pas le seul. Donc ça, il faut faire attention. C'est éventuellement, on va refuser la technique parce que la technique peut nous amener à nous détourner d'une vie saine et d'une vie qui soit respectueuse de la nature, par exemple. Moi, Donc, j'aurais plus parlé, voilà, du fait est-ce que vous pouvez me relire, s'il vous plaît, pardon, le sujet? y a-t-il un sens à refuser la technique? Bah, moi, je pense que je pourrais parler du fait, bah, par exemple, en première partie, qu'elle a, par exemple, une influence négative sur la nature. Puisque on voit qu'elle peut la détruire si elle est mal utilisée, par exemple, la technique. Alors, Euh, oui, vas-y, continue. enfin, je sais pas, en fait, c'est que je ne sais pas quelle notion mettre du tout avec, enfin, parce que l'art, ça n'a rien à faire avec ça, il y a plein de trucs qui ont Alors à faire avec ça. attention à pas aller trop vite. C'est ça le problème, c'est que faut pas aller trop vite. Généralement, là, on essaie de comprendre le problème en quelques minutes, alors qu'à un moment, il faut environ une demi-heure pour faire un travail de brouillon et trois quarts d'heure pour Ouais, faire ouais. un travail de brouillon. Donc là, on essaie de répondre à un sujet, enfin, on essaie de problématiser un sujet de dissertation alors qu'il faut du temps pour faire ça. Ici, y a-t-il un sens à refuser la technique? En fait, un sujet de dissertation, on va dire qu'il est toujours ouvert à, à- il est toujours ouvert à une réflexion, Mm. sans qu'elle soit hors sujet. Et donc, Mm. il faut toujours euh, commencer par le début, c'est-à-dire réfléchir sur, s'approprier le sujet, ensuite je le répétais plusieurs fois, et ensuite travailler sur la définition des termes. Ici, ce serait travailler sur la technique, définir la technique, refuser et faire aussi une définition du terme refusé, et éventuellement aussi sens. Et ici, voir que le terme qui vient perturber, c'est refuser, et donc travailler sur cette notion de refuser en lien avec la technique. Et si on refuse la technique, quelle est l'autre option qui se présente à nous? Si on refuse la technique, qu'est-ce qui vient se présenter à nous? Bah, il y a d'autres options qui peuvent se présenter à nous. Ça va être, par exemple, avoir plus un lien avec la nature, se tourner plus vers la nature, mais pas que. Il y a aussi l'art. Est-ce que l'art, c'est entièrement de la technique? On sait bien, si on revoit notre cours sur ça, si on revoit les cours sur l'art, l'art a une part de technique, mais pas que. À un moment donné, l'art, et notamment l'art des beaux-arts, elle tend à aller au-delà de la technique et pas juste à rester dans un simple processus euh, de, d'élaboration technique comme l'artisanat. Par Mm. exemple, l'artisanat, l'artisanat, par contre, il est purement dans la technique, même s'il y a un sens esthétique. Alors que l'art des beaux-arts, lui, tend à aller au-delà de cette simple technique. Ok. Donc, Euh, il y a ça aussi. Puis, est-ce que la technique ne vient pas nous contraindre aussi dans notre liberté d'action? Et justement, est-ce qu'elle ne nous impose pas une forme de diktat à suivre? Par exemple, si on prend les ouvriers dans des grandes entreprises, est-ce qu'ils sont libres, eux, de créer au sein de l'entreprise un objet technique, un objet artisanat? On sait que oui, mais ça, on peut pas mettre tout ça dans une seule dissertation, ça serait Non, trop long. non, Mais c'est du pas coup, ça. t'es comment, là, ce qui serait le plus judicieux de choisir, ça serait quoi comme notion? Ici,
un sujet de dissertation, c'est aussi quelque chose qui est propre à chacun. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder tous les parallèles qu'on peut faire entre chaque notion. On va, nous, prendre ce qui nous semble le plus intéressant et ce qui nous parle le plus. On peut très bien ici euh, faire des liens entre la technique et la nature et des liens entre la technique et l'art. Mais il faut que ce soit toujours, faut que ça réponde toujours à la problématique qu'on s'est forgée. Et cette problématique qu'on s'est forgée, il faut la travailler aussi en comprenant le sens des termes refusés et techniques et sens refusés. Et en travaillant justement sur cette problématique-là. Et en travaillant sur cette problématique-là, on vient ensuite à élaborer un plan en prenant la technique comme le thème principal. Et ensuite, le thème secondaire, on peut prendre la nature ou l'art. Tout dépend comment nous, on va aborder la chose. Donc, c'est assez Oui, ouvert, en fait. C'est assez ouvert. Et c'est pour ça que la dissertation, c'est quelque chose qui demande du travail, en fait. Parce oui, qu'un je sujet sais. de dissertation, c'est assez ouvert. Et toute dissertation peut être bonne. Et si on regarde les corrections des copies, quelles que soient les corrections des copies, même admettons, prenons les très bonnes copies, ben, il n'y en a aucune qui se ressemble. Il n'y a aucune copie de dissertation qui se ressemble parce que justement, c'est un travail qui est assez ouvert, mais complexe. Voilà. Oui. Mais moi, en fait, je voudrais savoir, est-ce que forcément qu'il y a des notions qui vont mieux aller les unes avec les autres? Elles vont pas non plus aller toutes ensemble. Enfin, tout n'est pas non plus possible et Non, 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 inimaginable avec bien chaque sûr. notion. Non, Là, non, par non. exemple, pour la technique, les notions, je dirais, qui pourraient aller avec, ça serait vraiment la nature et l'art, mais pas forcément les autres. Parce qu'elles vont pas toutes Alors, aller avec non plus. la religion, la religion, oui, là, la religion, par contre, ça peut être hors sujet. De parler de religion, parler de justice, ça peut éventuellement être hors sujet aussi. Oui, donc en gros, on n'en parle pas. Quand il y Euh, a un sujet sur la technique, on parle pas de religion ni de justice, on c'est- parle plus nature et art. non, pas forcément, pas forcément. Tout dépend du sujet de dissertation. Il y a Mais des oui, sujets mais de le truc c'est que pour moi c'est trop vague et en fait pour mes révisions j'ai besoin bah, que ça soit clair. Le truc c'est que c'est trop vague, je vais pas faire toutes les alternatives possibles et inimaginables. c'est Et pas sinon comme c'est ça que trop ça, long, on s'en sort pas. c'est pas comme ça que ça fonctionne en philosophie. En philosophie, et c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à la dissertation parce que c'est en comprenant le sens des termes du sujet de dissertation qu'on va ensuite pouvoir élaborer des plans entre le thème principal et les termes secondaires qu'on va identifier. Il y a des sujets de dissertation où la technique elle va plus se rapprocher de certains autres thèmes que de certains. Oui, mais moi dans mon cas j'ai que cette notion. La Oui. technique elle va pas aller non plus avec toutes les notions, elle va pas aller forcément avec la religion ou la justice par exemple. Euh, il peut y avoir des sujets de dissertation où on peut avoir la technique qui peut englober la religion ou la justice, même si ça semble peut-être le moins évident, mais ça peut exister. Ouais, mais après type bac, enfin ce qui sort au bac, ouais, ok. Pour ça, il faut prendre les anabacs, les sujets, les anciens sujets qui sont tombés au bac pour pouvoir travailler et s'entraîner régulièrement. De toute façon, Et, enfin euh, après, au bout d'un moment, tous les sujets, ils vont un peu se ressembler. Enfin, il n'y a pas non plus 36 000 mais sujets possibles, hein. de toute façon, il faut pas trop s'en faire avec ces parallèles-là entre chaque notion parce que ce qu'attend le correcteur, c'est surtout savoir réussir à établir une problématique et surtout à avoir cette capacité à suivre cette problématique et donc du coup à mobiliser la méthodologie. C'est ça. Et Même aussi si, avoir même bien si on fait un hors-sujet? non, 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 parce que quand on comprend la méthodologie, quand on applique la méthodologie, c'est obligatoirement dans le sujet. Quand on fait du hors-sujet, c'est que le problème, il est mal posé. Je pense que c'est ça.
Et pour Oui. bien poser le problème, pour bien poser la problématique, il faut travailler sur les sens, d'abord sur les sens des termes, avoir des connaissances, bien entendu, ça aide. Et ensuite, c'est après avoir posé la problématique qu'on peut ensuite établir un plan et essayer de faire des connexions entre le thème principal et le thème secondaire. Mais voilà, ça, c'est de l'entraînement de toute façon. Ok. Mais est-ce que si par exemple... Ici, on prend le deuxième sujet qui est tombé au bac l'année dernière. La création artistique est-elle totalement libre? Là, bon, la notion principale ici, ce serait l'art. liberté Et et art. l'art, alors, L'art et la liberté. l'art et la liberté comme seconde notion, parce qu'ici, c'est quand même assez évident. Voilà, mais là, c'est assez simple. Mais voilà, ça c'est après, c'est au brouillon, il faut savoir euh, problématiser. Ouais, mais le truc, c'est que... Le truc, c'est qu'en fait, ça fait... Si tout est possible et inimaginable, ça fait trop de trucs à réviser. Non, Parce qu'on peut jamais savoir sur quoi on va tomber, et voilà. non, on peut jamais savoir Si tout sur tombe quoi. avec n'importe quoi... Non, c'est pas n'importe quoi parce que c'est les sujets, ils sont travaillés à l'académie, donc Oui, c'est mais des moi, ce que je personnes veux qui font. savoir, c'est est-ce qu'il y a des notions qui tombent mieux avec certaines autres notions? Mais ça, Est-ce qu'il y a des trucs qui vont spécifiquement ensemble et qui sont pas qui vont forcément tomber le jour du bac, mais qui sont possibles de tomber où c'est cohérent, quoi, pour une épreuve de bac? mais tous les sujets de dissertation sont incohérents. C'est ça en fait euh, qu'il faut arriver à comprendre, c'est que toutes les connexions sont possibles. Et c'est pas en travaillant sur toutes les connexions qu'on va réussir un bac de philosophie. On va réussir Mais un oui, bac de mais philo. alors on fait comment pour apprendre et pour faire les révisions? On va pas tout Mais apprendre par cœur, juste, toutes les citations pour tout ce qui est possible et inimaginable. Mais justement, c'est pas comme ça qu'il faut réviser. Il faut justement travailler sur les problèmes Oui, mais si on sur n'a la aucune problématique. connaissance, si on n'a aucune connaissance et qu'on sait pas quelles œuvres, quelles sont les œuvres pour tel truc et pour tel truc et quels sont les philosophes et le nom des machins et des trucs, on peut pas. Si, il faut se référer aux cours qu'on a eu tout au long de l'année, aux cours que moi je t'ai donné par exemple sur la liberté, et ensuite essayer justement à la suite de la problématique proposer un plan avec le cours qu'on a eu au long de l'année, avec les références qu'on a eues au Mm. long de l'année. C'est-à-dire Ok. intégrer les références et les explications qu'on a eues tout au long de l'année sur telle et telle notion, essayer de mettre ça en commun euh, autour du problème qu'on s'est fixé. Ok. Voilà. Mais c'est un entraînement. Voilà. Mm. On Ok. va, on va continuer notre dissertation de la dernière fois. Alors, on avait Mais abordé. après, Oui, chaque année, quelles sont les notions qui tombent le plus au bac? Moi, mais je pense qu'il y a ça, forcément des notions. Je pense qu'il y a forcément des notions ou des sujets qui reviennent plus souvent que d'autres ou qui tombent le plus, hein. mais pour ça, il faudrait faire éventuellement les statistiques, voir toutes les notions qui sont abordées, qui ont été posées au bac chaque année. Mais je pense pas que ce soit fait exprès. S'il y a des notions qui reviennent plus que d'autres, c'est plus de la coïncidence, en fait, plus que quelque chose qui est voulu. Euh, Ok. donc, tu peux éventuellement aller vérifier sur Internet toutes les notions qui ont été, enfin, tous les sujets de dissertation qui ont été faits au long des années, mais c'est pas, on va pas, je pense pas que les académiciens vont choisir un Non, sujet non, bien oui, je sais. spécifique. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment je fais pour réviser là, en fait, le bac de philo. Parce que moi, j'ai besoin que ça soit ultra clair dans ma tête et j'ai besoin de savoir les Hmm, trucs. Et je peux pas aller au bac de philo au feeling en me disant, bah, je sais pas sur quel sujet ça va tomber et puis voilà. Enfin, de toute façon, je sais pas sur quel sujet ça va tomber. Mais moi, je veux être prête pour tous les sujets. hmm. Donc soit je révise, soit je vais réviser à des notions, bah.
qui me paraissent cohérentes entre elles sur des sujets de dissertation où, où je vais bien les réviser. Soit je fais notion par notion, mais le truc c'est que notion par notion, ça va avoir aucune coïncidence ensemble. Et après, pour le remettre dans un contexte avec deux notions, on va pas pouvoir, je vais pas pouvoir mettre deux notions comme ça ensemble. Si, Pour moi. si, parce que c'est en travaillant, comme je te le dis depuis tout à l'heure, c'est en travaillant sur la problématique. C'est en travaillant sur la problématique qu'ensuite, en comprenant la problématique, tu vas pouvoir mobiliser les connaissances des notions en question et les mettre en parallèle dans le plan. C'est sur la Non, problématique. mais si par exemple, enfin, je vais pas tout apprendre, mais si par exemple je révise par exemple la notion de technique. Est-ce que pour la notion de technique, si par exemple je révise la notion de technique, que le sujet tombe technique nature, que je révise aussi la notion de nature, est-ce que si j'assimile ce que j'ai vu de la notion de nature avec la notion de technique, ça fonctionne ou pas? Ou il faut Bah, être encore dans un autre cadre ou une technique spécifique ou un autre truc spécifique? si le sujet de dissertation il fait appel à la technique et à la nature, là, oui, là, tu vas mobiliser tes connaissances autour du sujet, autour de la problématique que tu t'es fixée. Mais ce qui veut dire que, en gros, si jamais, si par exemple le sujet tombe nature technique, moi j'ai révisé les philosophes de la nature et les philosophes de la technique. Je peux les associer ensemble. Oui, mais pour ça, il faut que ce soit autour, comme je te l'ai dit depuis tout à l'heure, autour de la problématique que tu t'es fixée. C'est la problématique, c'est le fil rouge, le fil conducteur Oui, dans tout le plan. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu élabores un paragraphe, il faut que ça contribue à répondre à la problématique. Donc, il faut pas associer des auteurs parce qu'on a oui, bah oui. technique et nature dans le sujet. Il faut associer les auteurs, enfin, les références, parce que on suit la problématique qu'on s'est fixée. Oui. Il faut se focus sur la problématique. Et bah C'est- c'est- sinon, Et en fait, de toute façon, il faut réviser toutes les notions. Toutes les notions, il faut les réviser. mais, mais le truc, c'est réviser des. Voilà, et ensuite, c'est autour de la problématique. Le focus, c'est la problématique. Et c'est autour de la problématique qu'on s'est fixé qu'ensuite, on va pouvoir piocher des auteurs dans telle ou telle notion, des références dans telle et telle notion, dans des explications de telle et telle notion, et qu'on va pouvoir mettre ça ensemble, on va dire ça de cette manière-là, pour pouvoir établir un plan toujours en gardant à l'esprit que que ce plan réponde à chaque étape au sujet Hmm. à la problématique. Ok, Le focus, c'est la problématique de la dissertation. oui. C'est compliqué, je sais, c'est pas évident parce que la philosophie, c'est une notion qu'on aborde que en terminale. Non, mais Et en fait, c'est surtout qu'il n'y a rien qui est carré et moi, j'aime pas ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui est carré, tout est en tout. fait, C'est un c'est, méli-mélo c'est, de tout. non, non, c'est une autre logique. C'est une autre logique. Et je sais qu'il y a des élèves qui n'apprécient pas cette logique-là, cette logique qui est particulière. Mais c'est une façon de faire qui est différente de la littérature, de l'histoire, d'autres notions, parce qu'en histoire, là, on a un cours, on a ce cours et souvent, les choses elles sont, on va dire, Je plus ou sais, moins mathématiques. je sais, mais moi, en gros, ce que je voulais faire pour mes révisions, parce que moi, ça me paraissait plus clair, moi, en fait, c'est que je voulais justement essayer de traiter des sujets de dissertation avec, par exemple, bah, des notions qui sont susceptibles de tomber entre elles, parce que ça me paraît être assez cohérent et logique. Parce que, enfin, après, tout, on est d'accord, tout est possible, mais il y a forcément des trucs qui vont être plus logiques que d'autres à tomber. Par exemple, pour la technique, va forcément y avoir des notions qui vont être plus logiques que d'autres à mettre avec, par exemple. Enfin, je pense en tout cas.
Et Comme moi, je du te coup, je dis, pensais plus réviser comme ça entre notions logiques, quoi, non, qui... non, 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 comme je te l'ai dit, il faut réviser les notions, enfin le cours que t'a donné ta professeure et le cours Oui, que moi je t'ai donné. Et ensuite, tout se passera le jour du bac, tout se passera autour du problème, de la problématique. Il n'y a pas à réviser une notion en lien avec une autre notion. oui, mais C'est les notions, elles vont pas toutes aller ensemble. Elles vont pas toutes non, aller forcément enfin, toutes ensemble. oui et non. De manière générale, une notion peut très bien aller avec une autre notion, mais le jour du bac, le sujet de dissertation en question, lui, il y aura des liens bien spécifiques. Hmm, Mais pour ça, ce sera autour de la problématique et des notions qu'on a acquises en révisant chaque notion. Ce sera autour ok. du problème. Hmm, Voilà. ouais. Bon, bah, de toute façon, enfin, je verrai bien. De toute façon, il y aura deux sujets. Donc, au pire des cas, il y en aura sûrement un qui fonctionnera un peu plus que l'autre. Euh... Bah, de toute Puis, façon, il faut toujours aller. On a trois sujets de dissertation et il est conseillé, enfin, deux sujets de dissertation et un sujet de commentaire de texte. Et de toute façon, il est conseillé au début de prendre environ 5 minutes, 10 minutes des 4 heures pour choisir le oh, sujet qui nous convient le mieux. oui. Voilà. Donc, réfléchir sur le sujet qui nous convient le mieux, c'est bien de prendre voilà, 5-10 minutes. Ok. Ok, ok. Voilà. Et du coup, je viens de voir, j'ai la notion de vérité. C'est quoi ça, la notion de vérité? Oui, oui, il y a la notion de vérité. La notion, c'est une des notions qu'il y a au programme de Oui, mais philosophie. c'est quoi la... Enfin, c'est quoi? Ça parle de quoi cette notion? Pour ça, il faudrait que j'aille sur mon cours. Alors, la notion de vérité, là, de tête, à un moment donné, on va parler euh, de science, par exemple. Ça va être la science, la vérité dans la science. Ça va être la vérité Mm. aussi dans la religion. Même si la science ne fait pas partie de tes notions au programme, c'est quand même un lien qu'on peut établir. Ça peut être là de tête la vérité, c'est comprendre aussi chez Platon que il y a différents types de connaissances qui nous permettent d'atteindre la vérité. Voilà. Mhm. Ok. Mais pour ça, il faudrait voilà, que je fasse mon cours sur la vérité. Là, il nous en reste, Donc là, on j'avais est dit deux. d'accord, par exemple, une notion comme la vérité, euh, elle va pas forcément aller, par exemple, avec la nature. Ou si. Ça dépend parce que si on prend le cas de la science, si on prend le cas, par exemple, oui, les lois qu'on tend à découvrir en analysant, en observant la nature, elles nous posent justement à comprendre les mécanismes de la nature, à identifier les mécanismes de la nature, pour pouvoir ensuite élaborer une technique, une technologie, Hmm. pour ensuite euh, l'intégrer dans notre vie de tous les jours. Et la compréhension de cette nature nous pousse à nous écarter de ce qui est faux, des mauvaises interprétations qu'on a de la nature, et à aller vers les bonnes interprétations qu'on a de la nature. Donc les bonnes interprétations de la nature, bah, ça se rapproche de la vérité. Ok. Ok. Il nous reste donc trois notions à aborder. On pourra ensuite aborder une des trois que tu souhaites, soit la justice, la religion ou la vérité. Euh, Mais là, c'est quand même bien de finir
sujet de dissertation, il nous manque le plan. On avait fait, Mais on avait fait je pense que là, faut qu'on avance un peu sur les notions parce qu'on va même pas avoir vu toutes les notions avant la fin de l'année. D'accord, mais bon, c'est quand même bien Ouais, de passer 10 minutes au moins pour ok, finir ce qu'on a commencé. oui, ok. Alors, on avait juste pour rappel, le sujet de dissertation, c'était la liberté est-elle une illusion? Hum, On avait donc défini la liberté, ça c'était de toute façon notre cours de la dernière fois, et ensuite on avait défini l'illusion, donc quelque chose qui était de se jouer d'eux, de se moquer d'eux. Euh, on avait établi deux sens, un premier sens qui était l'opinion ou la croyance fausse, qui abuse notre esprit, qui nous détourne de mhm. ce qui nous détourne de ce qui peut justement être vrai, et du coup de notre liberté. Donc, ça peut être aussi une perception fausse de ce qui se présente à nous, de la réalité, sans pour autant que ce soit voulu. En science, par exemple, euh, on peut se tromper sur tel ou tel phénomène. Voilà. Oui, La problématique, ensuite, j'avais donné la problématique, j'en avais donné deux. Voilà, de toute façon, il suffit juste de revoir le cours de la dernière fois. J'avais dit que la première problématique que je m'étais donnée, par exemple, c'était si tout était établi selon un mécanisme naturel et psychologique au travers des causes premières, qu'en est-il alors de notre libre arbitre qui impacte nos vies et le monde? Celle-ci nous procure-t-elle une liberté absolue? Voilà à peu près la problématique en deux questions que je m'étais faite. Et ensuite, il y avait un plan. Alors, le plan, soit je te le donne maintenant, soit ce serait bon quand même bien que tu puisses travailler un peu dessus pendant 5 minutes, euh, ou alors je te donne mon plan maintenant. Bah, je veux bien que vous me disiez enfin, ce que vous avez fait. Euh, alors, Mais est-ce qu'au bac, si par exemple si par exemple on fait un hors-sujet, est-ce est-ce que si on fait quand même une très belle dissertation très correcte avec beaucoup de références, tout ça, mais qu'on fait un hors-sujet, est-ce qu'on a quand même la moyenne ou pas? Allô? 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 Je vous entends pas. tu m'entends? Oui, c'est bon. Alors, j'étais en train de dire que ça dépend du correcteur. C'est pour ça que j'ai pas compris, moi, la dernière fois, bon, la note que tu as eue au bac, moi j'aurais mis 10 minimum. Mais
Ça a coupé, vous avez coupé votre micro, je crois. Là, J'entends à rien. nouveau, Voilà, c'est bon. là, c'est bon? Oui. Alors, comme je disais, lors du... J'entends rien de nouveau. Oui, allô? Allô? C'est bon? Allô, allô, c'est bon? Oui, c'est Tu bon. m'entends? Je sais pas. Bah là, je vous entends plus. 2 secondes, je vais changer de micro, Ok. j'arrive. Là, tu m'entends? Oui, C'est bon? Oui, oui, parfait. c'est bon. Alors, comme je disais, alors, moi, je trouve que c'est quand même difficile de se passer. Je trouve que c'est pas sympa de mettre une note en dessous de 10 pour une élève qui a fait une copie correcte avec beaucoup de références philosophiques. Généralement, bon, même si c'est hors du sujet, moi, personnellement, je mets 10 minimum. Voilà. Si, Oui, il y a mais des du coup, références, au voilà. bac en général, ça se passe comment? Selon les Au notations du bac, bac. au bac, un hors-sujet, c'est vrai qu'un hors-sujet, ça plombe la note, c'est sûr. Après, à savoir si il y a des profs qui vont mettre en dessous de 10, 8, ou il y en a d'autres qui vont mettre 11 ou 10, ça, c'est quand même assez aléatoire en Ok, fonction du correcteur. Parce ok. que c'est jamais le même correcteur, il y a tout un tas de correcteurs et c'est en fonction de la personne. Moi, j'ai vu des élèves qui ont eu 10, ils avaient fait leur sujet et pourtant, ils avaient donné des références et tout ça. Après, ça dépend. C'est Oui, assez, ok. ça dépend des correcteurs. Ok, ok. Mais généralement, même moi, quand j'étais élève en terminale, les professeurs, ils me disaient la même chose. Et même pour avoir aussi discuté avec d'autres professeurs, bon, on essaye quand même de ne pas pénaliser l'élève. Si on voit que l'élève il a appris son cours et qu'il a essayé de respecter la méthodologie, même si c'est un peu hors sujet, même si la problématique elle est hors sujet, elle est fausse, bon, on essaie de pas trop le pénaliser, quoi. Alors, pour revenir à notre sujet, donc notre grand 1 va plus dans le sens du déterminisme de Spinoza. Voilà. Ensuite, euh, on pourrait aussi, toujours dans le grand 1, dire qu'une liberté absolue, donc là on parle d'une liberté absolue sans limite, est dangereuse. C'est-à-dire qu'une liberté absolue, elle va à l'encontre de la liberté elle-même. Ce n'est plus une liberté. C'est-à-dire qu'il faut des limites à la liberté. Sinon, ce n'est plus une liberté, tout simplement. Euh, Par exemple, je me donne le droit de voler. Oui. Ce n'est plus de la liberté parce que là, on pénalise les libertés des autres. Voilà. Pour le grand 2, tout simplement, revenir sur le libre arbitre de chacun. Et là, j'avais dit, l'individu, au travers de sa volonté propre, est doté d'un libre arbitre. Et tout simplement que certains philosophes euh, admettent, tout comme Descartes, qu'il y a bien entendu un libre arbitre et que ça, c'est quelque chose d'évident. Ça, c'est ce qu'on avait dit. Et ensuite, dans le grand 3, et là, le grand 3, c'est toujours la partie la plus difficile euh, parce que c'est une synthèse du un et du 2, c'est-à-dire c'est quoi les conséquences du un et du 2, de ce débat entre le un et le 2. Et ici, le grand 3, c'est la liberté est une vertu qui s'acquiert avec le temps et l'apprentissage.
Mhm. Dans ce grand 3, on va tout simplement dire que la liberté ne s'acquiert pas à la naissance, mais qu'il faut un apprentissage pour pouvoir acquérir cette liberté. Donc, donc, la liberté, si on revient sur notre sujet de dissertation, ici, la liberté, elle peut apparaître comme une illusion au début de notre vie, parce qu'on n'est pas vraiment libre, on est un peu soumis à nos désirs, voilà, quand on est enfant, quand on est un petit enfant, et c'est par l'apprentissage que, il nous permet peu à peu de nous écarter de cette illusion et d'être un être libre, moralement libre. Et ici, on peut faire référence notamment au Gorgias de Platon, où, avec cette référence au tyran, comme quoi le tyran, lui, justement, il n'a pas, au fond, été bien éduqué à la liberté, puisqu'il se laisse aller à tous ses désirs, un peu comme les animaux, au fond. Voilà. Et qu'il faut apprendre, justement, à maîtriser ses désirs pour être un être réellement libre. Ok, Voilà pour les trois parties du plan. ok. Et juste par rapport aux révisions, je pensais aussi, est-ce que si par exemple, je me fais des paragraphes de révision, donc assez générales sur les notions, et que au moment du bac, bah, en fonction des notions, je sélectionne la partie qui pourrait correspondre avec justement l'idée, le philosophe, tout ça, ça pourrait aller ou pas? Oui, c'est des fiches de En fait, révision. pas des fiches, mais parce que moi j'aime bien quand c'est rédigé, mais que je me rédige un paragraphe en gros en gros, qui résume la notion, mais sous différents aspects, un peu pour tout ce qui est possible. Et au moment du bac, bah, je sélectionne la partie qui correspond au truc, je sais pas. Hum, j'ai peur qu'en faisant ça, Oui, tu fasses du hors-sujet, oui, oui, c'est possible. parce que tu vas appliquer un lien. Admettons, admettons ici pour notre sujet ici euh, qu'on a eu l'année dernière, euh, la création artistique était totalement libre. Et le danger ici, c'est que tu vas appliquer le lien que tu t'es fait lors de tes révisions. Tu vas plaquer ce cours que tu t'es fait sur le sujet de dissertation. Oui, C'est ça le danger. ouais, 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 ouais. Donc c'est pour ça, en fait, il faut apprendre à problématiser. Tout, comme je te l'ai dit, Oui, c'est pour ça c'est chiant, mais c'est comme ça. La philosophie en terminale, tout, pratiquement tout tourne autour de la problématique. ok, C'est ok, ok. et c'est pour ça, c'est parfois compliqué. Alors, pour revenir à notre cours, alors soit on aborde la justice, soit la religion ou la vérité. Mm, Alors, hop, je regarde, oui, liberté, justice et religion. Non, il me semble- bah, de toute façon, il y a le programme qui est facilement accessible sur Internet, sur le site du gouvernement. Techno, pour revenir. Oui. Hmm, Alors, est-ce que tu veux aborder une notion en particulier ou alors j'en choisis une des trois? bah, quelle est pour vous la plus importante? Ah, il n'y a pas de plus importante. Ok. Et De je toute sais façon, pas, là, il faut toutes les on peut aborder de faire toute la façon. justice. D'accord.
Alors, je regarde juste les notions. Oui, alors l'art, la justice, la liberté, la nature, la religion, la technique et la vérité, c'est ça. De toute Oui. façon, bon, le programme, il est sur le site du gouvernement à chaque fois. Il suffit juste de taper sur Google et on a le programme. Voilà. Alors, Ok. tu m'as dit la justice. Oui, la justice. Alors, les cours sur les notions que je donne, alors ça, c'est normalement des cours qui s'étalent sur une semaine, voire sur une semaine et demie quand je le fais à mes élèves, parce que on prend le temps de bien l'aborder. Je leur pose des questions, on aborde des textes euh, pour bien, euh, pour bien cerner le sujet en question. Là, ça va un peu plus vite. C'est pour ça que c'est peut-être aussi intéressant parfois de revoir les audios enregistrés sur Internet. Oui. Parce que, bon, aborder une notion en 2 heures ou en 3 heures, Mais bon, après bah, vous m'expliquez là un maximum. oui, oui, bien sûr. Mhm. On a qu'à Ok, commencer maintenant, comme ça. oui, oui. Alors, hop. Hmm. Alors, la justice. Alors, la justice, avant de la définir, il faudrait faire un tout petit peu d'histoire et savoir que la justice, que le lien entre justice et droit, notamment, il apparaît à la Grèce antique, que la justice, en fait, elle commence réellement à s'institutionnaliser à la période grecque. Et le but à cette époque-là, c'est de réguler les rapports sociaux par des lois. Donc les rapports entre les personnes, les rapports dans la cité, on va désormais les régler à travers des lois qu'on va établir de manière claire et distincte. Et ce désir de réguler les rapports entre individus, il passe aussi, ben, bien entendu, euh, donc par des lois, mais aussi passe par un lien avec le divin, avec le monde divin pour l'époque grecque, donc avec le monde des dieux. L'Empire romain va poursuivre dans cette lancée grecque d'un droit, d'une justice rationnelle, claire et distincte. Et c'est ensuite à l'effondrement de l'Empire romain que on a une justice pendant un bref instant, une justice barbare qui va s'instaurer, qui sera un peu pendant ce qu'on appelle le Haut Moyen Âge, le début de la période du Moyen Âge, un peu une justice de la loi du plus fort. C'est un système différent. Et il faudra attendre saint Thomas d'Aquin, donc à peu près au XIIIe siècle, pour qu'on voit à nouveau cette institution de la justice, pour que la justice elle redevienne une justice rationnelle, basée sur un droit romain. Donc, il s'inspire du droit romain. Et jusqu'à aujourd'hui. Alors, le terme, il peut désigner, il va désigner deux choses. Il va désigner, d'une part, une valeur, une qualité morale. Donc, quand on impose une justice, on le fait en fonction d'une éthique et d'une morale. Donc, par exemple, l'interdiction de voler ou de prendre ce qui ne nous appartient pas, tout simplement. Ben, ça, c'est de la morale et on va appliquer cette morale et ça va devenir une loi et c'est dans le domaine donc, de la justice et du droit. Euh, mais la justice peut aussi désigner l'institution
qui applique cette loi, donc le pouvoir judiciaire. Mais il faut tout de même établir une différence entre le droit et la justice, parce que le droit, donc c'est toutes ces valeurs qu'on va institutionnaliser, par exemple ne pas voler, par exemple, et la justice, elle, elle véhicule justement ce sentiment de moral. Mais il se peut il se peut qu'il y ait des situations où le droit n'est pas juste, n'est pas quelque chose de juste. Si on prend le cas d'une dictature, par exemple, il va y avoir un droit, il va y avoir des lois, mais est-ce que pour autant ces lois, ce droit, il est juste? Donc là, ce sera aux réflexions de tout un chacun, du citoyen, d'établir ce qui lui paraît juste et de ce qui n'est, et de ce que il ne lui paraît pas juste. Donc la justice véhicule une valeur morale que ne va pas forcément tout le temps véhiculer le droit. Parce que le droit, c'est tout simplement l'institutionnalisation, euh, euh, c'est l'application et l'institution de la loi. Mais ces lois et ces droits peuvent ne pas être justes dans certaines conditions. Tu es toujours là? Oui? Oui, Ok. Alors, mon grand 1, ici, ce sera la justice, un principe fondateur de la cohésion sociale. Et mon grand A, la justice comme institution. Souvent, le sens commun, c'est-à-dire dans la plupart des personnes, vont raccrocher la justice à l'institution. C'est-à-dire qu'on va faire le lien entre la justice et l'institution. Dès qu'on pense à justice, on pense tout de suite à l'institution qui applique le droit, et qui sanctionne et qui établit des infractions. Et dans ce sens, la justice, elle apparaît donc comme une nécessité pour réguler déjà, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, à l'époque grecque, les rapports entre les individus. Malheureusement, souvent dans un monde où c'est souvent l'intérêt personnel qui compte la plupart du temps, si on regarde aujourd'hui, malheureusement. Et c'est pour ça que ici, Kant va aborder ici la justice comme, là je cite, une insociable sociabilité. Une insociable sociabilité, c'est-à-dire que quand il constate que l'histoire, elle dévoile plutôt des rapports qui sont gouvernés par la violence. C'est-à-dire qu'il y a souvent des rapports violents dans l'histoire de l'humanité entre les individus, entre les nations. Donc il y a une forme d'insociabilité entre les personnes. Mais il faut tout de même qu'il y ait des lois et des droits. C'est la sociabilité. Alors, ces conflits peuvent prendre toute autre nature, hein. Ça peut être, par exemple, la rareté des biens, le problème écologique aujourd'hui. Et si on prend le cas de, de notre jouissance des biens que l'on peut acquérir, on ne peut pas jouir de tout.
les biens qui se présentent à nous. Sinon, ce serait du vol, par exemple. Donc, le droit, il va intégrer c'est ce sens du partage euh, pour une paix civile. Et ce partage, si on se focalise sur cet exemple, ce partage de biens, il ne doit pas s'exercer par la force, mais par euh, euh, mais par le juge, par le- la décision du juge. Il va être considéré comme le juge va être considéré comme une sorte d'arbitre pour tous les citoyens. Et bien entendu, cet arbitre ne doit pas être en conflit d'intérêts avec tel ou tel parti. Il ne doit pas avoir des intérêts personnels mais qui vont dans le sens de tel ou tel parti. Il doit être objectif et impartial. Et juste simplement essayer de faire respecter la loi et donc la justice du mieux qu'il peut. Et Alain, il dira alors, Alain le philosophe, il dira, l'acte juridique essentiel consiste en ceci que l'on renonce solennellement à soutenir son droit par la force. Voilà, dans les propos. Propos, c'est un ouvrage de Alain. Tout simplement, la justice, c'est cette force qui s'exerce par le droit et non par notre force naturelle. C'est-à-dire notre agressivité, on va dire notre, oui, notre agressivité naturelle ou notre volonté d'imposer notre loi personnelle aux autres, ben ça, on va le mettre de côté. Cette force, on va la mettre de côté. Ok. Et du coup, la justice, elle va garantir à chacun ce qui lui revient de droit. Et ce, bien entendu, pour garantir une forme d'harmonie sociale. Mais si on a des rapports qui ne sont pas conflictuels, si on a des rapports qui sont juste des rapports d'échange, par exemple, entre commerçants et commerçants, bah là, la justice n'a pas intérêt à se mêler de ça. Si chaque partie est d'accord sur cet échange, bah, la justice n'a pas à intervenir, vu que chaque partie est d'accord. La justice intervient que s'il y a un problème euh, entre, dans l'échange de ces deux parties, entre l'échange du tel ou telle personne, de tel ou tel commerçant. Et si un jour une personne acquiert un droit spécifique, alors la justice fera en sorte que toutes les personnes aient accès au même droit. Parce que sinon, ce serait du favoritisme. Par exemple, si on prend le cas aujourd'hui du développement de l'IA, admettons que quelqu'un a trouvé, enfin, admettons qu'un scientifique trouve, ou un ingénieur trouve euh, une technologie qui permet à certaines personnes enfin, qui permettent de travailler sur cette technologie et de fonder une entreprise particulière, alors ça veut donc dire que tout le monde peut se servir de cet outil pour fonder sa propre entreprise et pas uniquement des personnes bien spécifiques. Tout le monde est libre d'utiliser de tel ou tel outil technologique pour fonder sa propre entreprise s'il le souhaite. Est-ce que ça va pour toi pour l'instant? Oui.
Et par conséquent, je finirai sur ce point que chacun a le devoir, a le devoir ce qui, de respecter le droit légitime de tout un chacun de jouir de ce qui lui revient, euh, ce qui- de ce qui lui revient. C'est-à-dire qu'on peut, enfin, on a le devoir, chaque personne, moi j'ai le devoir, toi tu as le devoir de respecter euh, le droit de tout un chacun, de jouir de tel ou tel bien. Mhm. Euh, Mais pour pouvoir instituer ce sens de la justice, il faut d'abord réfléchir de manière rationnelle sur cette institution et sur l'élaboration de cette institution. Et là, il faut remonter à saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Et donc là, c'est notre grand B, les quatre catégories de droit chez saint Thomas d'Aquin pour pouvoir fonder la justice de façon rationnelle, de façon objective. Les deux premières, il va les reprendre au monde grec. Le monde grec avait d'abord institué deux droits. Un premier, un premier droit qui est dit positif. Ce droit positif, il est issu des conventions humaines, c'est-à-dire qu'il est établi par les hommes. Alors, quand on dit positif, c'est synonyme d'effectif, basé sur un constat. Ok. Ici, donc, c'est un droit qui est issu des conventions humaines, donc de- du social, voilà, du monde humain, des rassemblements humains. Ça va être, par exemple, tout, tout le droit basé sur nos relations, sur ce qu'on entreprend dans la société. Ça va être, j'ai le droit de construire ma maison. Voilà, ça fait partie du droit positif. Et ensuite, le deuxième type de droit qu'avait édicté le monde grec, c'était le droit dit naturel. Oui. Ce droit naturel, il renvoie à ce qui est juste par nature. Ce qui est juste par nature. Juste par nature, juste par nature, ça ne veut pas forcément dire, ça ne renvoie pas forcément aux lois naturelles du plus fort. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mhm. Ici, le droit naturel, c'est par exemple tout à chacun, euh, tout à chacun a a une forme. Si on prend le cas de la liberté, par exemple, la liberté, elle s'acquiert bien entendu avec l'apprentissage, mais c'est un droit qu'on pourrait dire naturel. Chaque être humain a, euh, à un moment donné, il devient un être libre. Et, ou par exemple, prenons par exemple le droit à la propriété, notamment chez Locke. Le droit à la propriété, pour Locke, c'est d'abord la propriété du corps, de notre corps humain. Ça,
c'est ce qu'on pourrait dire un droit naturel. Cette propriété du corps, c'est un droit naturel que nous avons. Mhm. Et c'est sur la base de ce droit naturel que viennent se fixer ensuite les droits de la société. C'est parce que pour Locke, par exemple, ce droit du corps fait que ensuite cette propriété du corps fait qu'ensuite on va pouvoir avoir aussi acquérir des propriétés physiques en dehors de notre corps, enfin des propriétés physiques, des propriétés autres que celles de notre corps. Ça va être la propriété du terrain, ça va être la propriété de la maison, les objets, etc. Mais c'est sur la base de cette propriété du corps. Donc ce droit naturel, il est un peu comme un référent pour les lois, les droits de la société. Donc le droit positif. Ensuite, saint Thomas d'Aquin, il va ajouter deux droits, deux autres droits, en lien avec la religion. Le premier droit, c'est un droit dit divin. Et ce droit divin, c'est tout simplement, il est issu de la manière dont Dieu a disposé les choses, il a fabriqué les choses, il a agencé les choses, c'est-à-dire tout simplement comment il les a organisées et créées. Donc, en dernier lieu, pour saint Thomas d'Aquin, c'est vraiment Dieu qui est le propriétaire de tout. Il faut garder à l'esprit cette notion du droit divin chez saint Thomas d'Aquin. Ensuite, il y a un deuxième type de droit que rajoute saint Thomas d'Aquin, qui est le droit positif révélé. Révélé. Et ce droit positif révélé, il est issu des textes sacrés, comme les 10 commandements, par exemple. Donc, si on essaie de faire le parallèle, ici, on dirait que le droit divin, c'est le droit naturel divin, et le droit positif, c'est un droit humain qui vient euh, se fonder, se créer en parallèle avec le droit divin. D'accord? Le droit positif révélé, il est issu des 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la parole du divin. Mhm. Alors, ensuite, saint Thomas d'Aquin, il va, il va énoncer des situations particulières où vont s'appliquer chacun de ces droits, ou ne pas s'appliquer. Il prend, si on reprend le cas de la propriété, notamment lui aussi il prend le cas de la propriété, elle apparaît comme injuste pour saint Thomas d'Aquin du point de vue du droit divin. Alors pourquoi est-ce qu'elle apparaît injuste du point de vue du droit divin? Tout simplement parce que tout appartient à Dieu. Absolument tout appartient à Dieu pour saint Thomas d'Aquin. Donc, la propriété, elle apparaît comme injuste. On n'est pas censé être propriétaire de quoi que ce soit, puisque il n'y a que Dieu qui est propriétaire de toutes les choses. Alors que le droit naturel, alors que dans le droit naturel, les hommes, ils ont la possibilité de posséder et d'acquérir des choses pour subvenir à leurs besoins. On est obligé d'avoir un terrain, on est obligé de cultiver des fruits, des légumes pour tout simplement pouvoir se nourrir. Donc on est obligé d'avoir un minimum, on est obligé d'être un minimum propriétaire. Donc ça apparaît peut-être injuste du point de vue du droit divin, mais juste du point de vue du droit naturel. Maintenant, il va un peu plus en détail, il va préciser en disant que
Maintenant, imaginons la propriété personnelle, non pas la propriété d'une société, d'une communauté, mais une propriété personnelle. Là, Saint Thomas d'Aquin, il dira toujours qu'elle apparaît comme injuste du point de vue du droit divin, pour les mêmes raisons qu'évoquées tout à l'heure, qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais aussi, elle peut paraître injuste du point de vue du droit naturel. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que le droit naturel, c'est ce que nous avons en commun. Mhm. On est tous des êtres libres, on le devient, on a tous une propriété du corps, etc. Donc c'est quelque chose qui est mis en commun dans la société. Mais, mais cette propriété personnelle, elle est juste selon le droit positif. Pourquoi? Tout simplement parce que si on laisse à chacun le droit d'acquérir des biens personnels, ça simplifie les rapports entre les individus et ça amène à la paix civile. Le fait que chaque personne ait des biens, le fait que chaque personne euh, ait, par exemple, je vais dire quelque chose de bateau, mais admettons que chacun ait une maison et qu'on n'habite pas tous dans une grande structure au même endroit, le fait qu'on ait une voiture, le fait qu'on ait des vêtements voilà, qui nous appartiennent, etc. Tout ça va simplifier d'une part la vie en communauté et surtout va garantir aussi une certaine forme de paix civile. Voilà. Donc, ça apparaît juste du point de vue du droit positif. Ok. Donc, au final, pour chaque situation, il faut l'analyser pour saint Thomas d'Aquin en fonction de ces trois aspects du droit, de ces quatre aspects du droit. Et quelques siècles plus tard, on aura euh, les fondements euh, enfin, la Déclaration des droits de l'homme qui va apparaître, notamment à la fin du 19e, du 18e siècle. Et ça, c'est l'objet de mon grand C, la Déclaration des droits de l'homme, fondement de nos droits civiques. Toujours dans cette lignée thomiste de saint Thomas d'Aquin, le droit naturel, comme on vient de le décrire, il est lié à la nature humaine, d'accord? À notre essence, à ce qui nous fait nous. Mhm. Le texte, le texte de 1789 mentionne alors la liberté, c'est ce que je dis un peu ce que je disais tout à l'heure, parmi, là je cite, les droits naturels et imprescriptibles, là je ferme les guillemets, de tout un chacun. La liberté, c'est quelque chose qui appartient à chacun de façon naturelle. Et c'est quelque chose auquel on ne peut pas y revenir dessus, c'est comme ça. Mhm. Et on doit respecter la liberté de chacun. Donc ça veut dire que, et non seulement on reconnaît la liberté de chacun, mais aussi, on va reconnaître, ça va aller un peu plus loin, on reconnaît en chaque citoyen la capacité à décider de par lui-même de la propre conduite qu'il va adopter. Et ça, c'est extrêmement important parce que plus tard, ça amènera aussi à la laïcité. Et notamment, ça veut dire que, au fond, chaque citoyen est libre de décider s'il veut adopter telle ou telle religion. C'est pas à la religion catholique ou protestante ou musulmane d'imposer sa vision des choses parce que, soi-disant, la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent et Oui. qu'il faut que ce soit la religion de les guider et d'assumer la responsabilité de leur vie. Non, Mhm. désormais, chaque citoyen a la capacité de décider par lui-même de sa propre conduite. D'accord. C'est une liberté fondamentale. Et donc, du coup, de savoir ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste.
Et ça, c'est garanti par la loi. Ok. Suite à cela, il faut aussi faire la distinction entre deux types de pouvoir, qui est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mhm. Dans la société, la justice, en tant qu'institution, dicte le droit, mais ne l'élabore pas. Mhm. Enfin, il faut faire la distinction entre trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Si Mhm. on prend le cas du pouvoir judiciaire, donc la justice, elle va dicter le droit, donc c'est-à-dire que euh, elle va analyser le droit en place et l'appliquer et essayer de l'appliquer en fonction de la situation qui se présente euh, au, au juge, aux personnes Mhm. qui sont dans ce domaine. Oui. Ceux qui édictent, donc qui élaborent, donc qui ne dictent pas, mais qui édictent, hein, la différence du E, elle est fondamentale ici, ce Mhm. sont les députés. C'est les députés qui vont euh, élaborer des lois. Ou alors les sénateurs, ça dépend des pays. Donc, qui votent les lois. Ce sont les députés ou les sénateurs qui votent les lois. Et ces lois, elles sont interprétées par la justice qui va ensuite l'appliquer en fonction de chaque cas. Ok. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi une telle distinction? On pourrait très bien dire qu'en fait, le juge, il pourrait faire tout ça, il pourrait élaborer les lois et en même temps les dicter. Ben, en fait, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, c'est pour lutter contre l'arbitraire. Mhm. Contre une interprétation subjective et personnelle de la loi. C'est-à-dire qu'on va créer sa propre loi et ensuite on va l'éditer. Donc ce serait complètement subjectif. Et ensuite, il y a un deuxième problème, c'est l'intérêt personnel. Voilà. L'intérêt personnel au dépend des autres. Mhm. Et le droit, comme on l'a dit tout à l'heure, il impose un certain sens, enfin, il impose une certaine objectivité. Il impose le fait qu'on soit objectif et donc quelque chose qui soit extérieur à la volonté propre de l'individu, à la volonté propre du juge. Le juge, il doit être le plus objectif possible quand il applique la loi. Mhm. Et ensuite, le droit, il s'impose à chacun, qu'on soit d'accord ou pas. Oui. Que chacun, qu'une personne dise, moi, je ne suis pas d'accord avec tel aspect de la loi, avec tel article, la loi ne va pas prendre en compte cela. C'est lors euh, des réunions dans l'Assemblée, euh, les députés ou les sénateurs qui vont, eux, décider des lois. Mais que, par exemple, telle personne ne soit pas d'accord avec tel aspect du code de la route, par exemple, ben, ça n'engage que lui, mais ce n'est pas pris en compte de la loi. Mhm. Voilà pour mon grand temps. D'accord. Hop, on va commencer notre grand 2. Alors, mais ce- ces lois qu'on a établies jusqu'à présent, ces lois qu'on a édictées, sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a théorisé, comme saint Thomas d'Aquin, et ensuite au travers des droits de l'homme, elles supposent aussi l'égalité des droits. Non seulement que chacun est libre, mais que chacun est égal à chacun face à la loi. Oui. Donc, mon grand 2, la justice comme égalité des droits. Et le grand A, ce qui fait la justice, c'est l'égalité. Mhm.
Alors, alors, la justice, comme on l'a compris, c'est ce qui permet, c'est le principe même du droit. C'est ce qui permet, Mhm. c'est ce qui permet au droit donc d'exister et d'exercer son autorité. Oui. Mais concrètement, comment, comment elle va s'exprimer? C'est pour Aristote, notamment, au travers d'un certain sens de l'égalité. La justice et le droit vont s'exprimer de manière fondamentale sur un certain sens de l'égalité. Oui. La liberté, par exemple, on a tous cette liberté naturelle. Cette liberté naturelle, elle est, même la liberté, même le droit, enfin, la liberté dans le droit, elle est proportionnelle à chacun, elle est égale à chacun. Et ici, Aristote, il va dans, notamment dans l'éthique à Nicoma, qui va établir trois formes de justice, toujours en lien avec l'égalité. D'accord? Mhm. Aristote va d'abord faire une classification, on va dire, on pourrait faire une classification, enfin, lui, il va faire une classification en trois parties. Une première qui est dite commutative. Commutative, Oui. O, c'est O-2-M-U-T-A-T-I-V-E, commutative, qui est relatif aux échanges, Mhm. notamment les échanges commerciaux. Ensuite, une justice distributive. Distributive, notamment pour la répartition des honneurs dans la cité. Ok. Ici, on peut prendre le cas, par exemple, d'un soldat. À l'origine, il est mis sur le même pied d'égalité que tous les autres soldats, mais il a réussi à se démarquer des autres parce qu'il s'est mieux entraîné, parce que il a acquis plus de compétences, parce que sur le champ de bataille, il a réussi à sauver ses compagnons, et du coup, on va l'honorer par, Ok. par des biens, par une médaille, etc. C'est pareil pour un politique, voilà, etc. Et ensuite, une dernière qui est la justice répressive. Et là, comme son nom l'indique, c'est pour établir des sanctions. Mhm. Donc, chacun de ces aspects particuliers de la justice, de ces trois aspects de la justice, vont donc véhiculer un certain sens de l'égalité. Oui. Bien que la notion d'égalité pour l'époque reste encore assez balbutiement, parce que c'est réellement Aristote qui commence à théoriser tout ça, mais on est encore au début, euh, elle commence à se clarifier peu à peu au fil du temps, jusqu'à ce que Alain, on revient encore sur le philosophe Alain, dans un ouvrage Éléments de philosophie, il, euh, il décrit ainsi la justice dans son rapport à l'égalité. Il dira, alors c'est un peu long, la justice, c'est l'égalité. Je n'entends point par là une chimère, entre par exemple, entre parenthèses, une illusion, par exemple, qui sera peut-être quelques jours. J'entends ce rapport que n'importe quel échange juste établi aussitôt entre le fort et le faible, entre le savant et l'ignorant, et qui consiste en ceci que, par un échange plus profond et entièrement généreux, le fort et savant veut supposer dans l'autre une force et une science égales à la sienne. Ce sentiment est l'âme des marchés. Le gain égal dans les échanges est ainsi la règle suprême. C'est-à-dire que pour Alain, dans l'échange, chaque partie doit considérer l'autre comme étant son égal. Oui.
Voilà. Même s'il y a des différences, par exemple, de pouvoir financier, une grande entreprise face à une petite entreprise, il n'empêche que la grosse entreprise, elle doit prendre dans cet échange l'autre comme son égal. Elle ne doit pas le mépriser. Elle ne doit Mhm. pas lui imposer des directives. Elle doit euh, euh, établir un échange équitable. Ok. Et c'est pareil pour l'ignorant et le savant. Oui. Le savant ne doit pas l'écraser, ne doit pas le mépriser. Euh, et donc, Aristote, on poursuit sur Aristote, et je finirai là-dessus, il va introduire ainsi la notion d'égalité à celle de justice. Et Mhm. ça, c'est quelque chose qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui, mais cette association reste bien entendu encore imparfaite. Il faudra attendre notamment l'avènement du christianisme, ça on y reviendra la prochaine fois, pour que ce soit réellement établi. Parce que jusqu'à cette période-là, il y a encore des inégalités, notamment entre l'empereur et le paysan. Alors qu'à l'époque médiévale, le roi et le paysan, ils sont égaux face à Dieu. Face à Dieu, ils sont absolument égaux. Ils Mhm. ont des rôles différents, mais absolument égaux. Bon, après, dans la réalité, bon, c'est plus compliqué, bien entendu, mais voilà. Et ensuite, Aristote, il établit une catégorie différente en deux aspects cette fois-ci. Une justice qui serait large, au sens large, qui renvoie aux règles morales, éthiques et sociales, et l'autre, un sens de la justice plus strict, sens plus strict, particulière, qui renvoie notamment à l'échange des biens. Et cela selon le principe de proportionnalité. C'est-à-dire que, euh, notamment lors des échanges, la justice, elle va corriger des inégalités lors des transactions. C'est-à-dire qu'une grande entreprise, euh, quand elle va faire un échange avec une petite entreprise, elle va devoir respecter ce principe d'égalité et ne pas imposer sa force à l'autre entreprise. Et je finirai par la citation d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. Éthique à Nicomaque. Donc, peu importe que ce soit un homme distingué qui ait dépouillé un homme de rien, ou réciproquement, peu importe que l'adultère ait été commis par l'un ou l'autre de ces deux hommes, la loi n'envisage que la nature de la faute, sans égard pour les personnes qu'elle met sur un pied d'égalité. Donc, que ce soit un homme distingué qui soit grand, fort, beau, face à un homme de rien qui lui est moche, petit, ça, l'aspect physique, on s'en fout. Mhm. Ok. C'est uniquement la faute qui importe pour la justice. Voilà. Et on finira la prochaine fois. Ok. Bon, ben, écoute, j'espère que ça a été et je te souhaite une bonne soirée du coup. Oui, merci à vous aussi. Et... Et voilà, et je pense que je vais commencer à faire les révisions là pour le bac en philo. D'accord, ok, ok, Comme ça. oui. Alors, tu m'avais demandé de faire une petite fiche de révision sur la Ouais, liberté. oui, je veux bien. Je vais faire ça, je t'envoie ça demain. Donc, ça Ok. sera un petit récapitulatif. Il n'y aura pas tout, mais ce Oui. sera voilà, les notions essentielles. Mais il faudra quand même Ok. revenir sur le cours enregistré. Oui, bah oui. Voilà. D'accord. Voilà, moi, je te souhaite une bonne Bah soirée. merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci.